Alors, c'est à ce moment-là qu'il a fallu que je fasse un pari. Et la lecture d'Octavio Paz m'a aidé beaucoup. Faire le négatif, oui. Lui-même, à certains âges de sa vie, avait dû le faire, mais préparer autre chose. Préparer autre chose. Et cette autre chose, Octavio Paz me l'a fait entrevoir, parce qu'à l'époque, euh, on avait traduit de lui les poèmes qu'il a écrits en Orient, le versant est de son œuvre, poèmes inspirés par l'Inde et par le Japon. À cette même époque, peut-être, une autre figure qui a aussi compagnonné avec le surréalisme va sans doute t'aider à sortir de cette aporie. C'est Yves Bonnefoy, peut-être. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, j'avais lu Yves Bonnefoy très tôt, bien entendu. Comment faire autrement? Ses premiers livres ont tout de suite été remarqués, célébrés par la critique. J'avais lu, en effet, du mouvement et de l'immobilité de Douve, puis Pierre écrite surtout, mais sans y prêter une attention démesurée. Leur forme me paraissait un petit peu trop classique, je dois le dire. Et c'est peu à peu toujours que les lectures se précisent et deviennent fécondantes. Ma lecture de Bonnefoy a été fécondante à partir du moment où j'ai lu L'arrière-pays et le poème qu'il a écrit à peu près à ce moment-là, dans Le leurre du seuil, qui est un poème j'allais dire, d'un retour au monde, dans un lieu précis de Provence. Et c'est aussi des poèmes, les derniers du livre, qui évoquent une enfant. Bonnefoy venait d'être père, et il célèbre l'enfant. Et ça, c'était une ouverture. Ça a vraiment été une ouverture. Et à partir de là, je n'ai plus cessé de lire Yves Bonnefoy. D'autant plus que je l'ai rencontré à l'occasion d'un colloque. J'avais été invité, est-ce possible, à participer à un colloque et j'avais choisi un sujet qui semblait me convenir, le texte et son corps. Le texte et son corps, où j'évoquais évidemment Bernard Noël et quelques autres poètes de ce bord. Et à la fin de ma communication, Bonnefoy a pris la peine de me répondre et pour me dire que j'oubliais, eh bien, j'oubliais le monde, j'oubliais les autres dans cette importance accordée au plus bas mot. Et la conversation après le colloque s'est poursuivie en tête à tête et j'ai bien compris à ce moment-là que il manquait une perspective à ce que j'écrivais et à ce que je pensais. Je pourrais plus dire l'année de cette rencontre, mais ça doit être la fin des années 70. Donc, la lecture d'Octavio Paz et celle d'Yves Bonnefoy se sont complétées et je dois dire que depuis, en effet, je n'ai pas cessé d'interroger Bonnefoy, ou plutôt c'est lui qui m'interroge, et je l'écoute. Je l'écoute. On a tellement à apprendre à son écoute. Ce qui peut paraître curieux, c'est que la lecture de Paz ou celle de Bonnefoy semble finalement révéler des intuitions qui étaient déjà présentes Oui, dès le début. oui. Tu as parlé de la mer chez Hugo, tu as parlé des forêts, de l'air, des souffles. Et donc ces lectures t'ont remis en confiance par rapport
à ta propre sensibilité par rapport à ton écriture initiale? Oui, oui, oui. Une confiance, je crois que c'est le mot-clé. Euh, une confiance. Et une confiance dans les mots, une confiance dans nos possibilités lorsque nous employons les mots. Et une confiance également, non seulement à l'égard des éléments, ils sont indispensables, mais à l'égard des événements de la vie et de la vie quotidienne. Hein. Euh, tout est nécessaire, tout fait signe, tout demande à être non seulement interrogé, mais écouté, compris dans nos vies, les morts et les naissances. Et alors là, bon, je ne vais pas évoquer ma vie, mais un certain nombre de morts et de naissances sont intervenus presque simultanément. Et bon, qu'est-ce que cela voulait dire? Quel était le retentissement de tous ces événements? Ben, j'ai essayé de, le, de le comprendre dans les poèmes. Il y a autre chose dans ton écriture qui m'a particulièrement touché, qui me touche toujours. Euh, Tu as quand même pu me raconter, sans dévoiler des aspects trop personnels, que l'expérience de la guerre d'Algérie avait été aussi déterminante. Ce que je veux dire par là, c'est que si on ne fait pas le pari de la confiance dans les mots, on se retrouve coincé dans un langage qui est faux, qui est violent. Violent, oui. Et ça, tu l'as vécu. Tu l'as vécu, tu m'as raconté des récits de ces moments lors de la guerre d'Algérie, où le langage était uniquement aboiement. Oui. Alors, il y avait deux langages, si je puis dire, pendant cette guerre d'Algérie, qu'on n'appelait pas guerre d'ailleurs, mais pacification. Et il y avait le langage de la propagande politique, qui était vraiment fondé sur le mensonge permanent. D'ailleurs, oui, on n'appelait pas ce qui se passait en Algérie guerre, mais pacification. Et tous les discours officiels étaient rongés par cette lèpre du mensonge. Et il y avait aussi une censure, d'ailleurs, très forte des événements maintenant, euh, à propos desquels on n'a plus aucun doute, des meurtres militaires sont révélés, les archives commencent à parler, et voilà ce qu'on nous cachait à l'époque. Ça, c'est une violence exercée par le langage. Mais il y avait un autre emploi du langage, ou plutôt un non-emploi du langage quand on était sous l'uniforme et là-bas, c'est que la parole n'existait plus. Il n'existait plus que des ordres, des onomatopées, des expressions d'une vulgarité insensée ou d'un racisme total. Euh, je préfère ne pas donner d'exemple. Et donc, pendant enfin, ce qu'on osait appeler le service militaire a duré, je ne sais plus combien de temps, mais des mois et des mois et des mois, plusieurs années même, quand je suis parti. Et ça m'a rendu pendant longtemps quasiment aphasique. Et même, je ne savais plus lire. Je ne savais plus lire. Jacqueline m'envoyait bien de temps en temps des livres, mais comment aimer ces livres dans des conditions pareilles? Il a fallu une réadaptation à la vie simple qui a été longue et difficile. Et d'ailleurs, le poème commencé, dont tout à l'heure on citait le titre, le poème commencé, ça a été un recommencement. Je réapprenais à vivre et à écrire. Le poème réapprend à parler. Et oui, bien sûr, le poème n'est certainement pas, comme on dirait, un passe-temps. Le poème est inscrit dans nos vies et le poème nous aide à vivre. Il aide la vie de l'auteur. Il peut aussi, d'ailleurs, l'enfoncer dans des gouffres. Hein. Il peut également l'aider à progresser. Mais de toute façon, il participe à la vie.
Et alors, s'il peut influencer un lecteur, ben ça c'est tant mieux, c'est un miracle. En quoi les traditions poétiques venues d'Orient jouent-elles un rôle essentiel Oui, pour ton écriture, oui. pour cet apprentissage de la parole? Oui. Alors, j'ai fait plusieurs découvertes quasiment en même temps. De avoir, je ne sais pas, 35 ou 40 ans. C'est tout ce qui pouvait nous venir de l'étranger. Au fond, j'étais très confiné dans la sphère française, dans la tradition française. Tous les poètes qui m'avaient marqué, hein, de Victor Hugo, Rimbaud, Baudelaire aussi, etc. C'était vraiment la grande tradition française. Alors, il y a eu une ouverture, une première ouverture aux voix étrangères avec le romantisme allemand, Novalis et Hölderlin. Et puis, je sais pas, je crois que c'est dans les années 80, on a recommencé à traduire bien de l'étranger. Puis il y a des poèmes, par exemple, américains, que j'ai lus à ce moment-là, un poète que j'aime beaucoup, et j'ai oublié de le citer dans ma petite liste là pour le Festival Résonance, c'est William Carlos Williams. Vraiment, c'est quelqu'un que je place très très haut. Euh, et donc, de fil en aiguille, j'étais amené alors à lire des poètes beaucoup plus lointains et à la fois géographiquement et historiquement, les poètes de l'Orient. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, euh, Octavio Paz a été, comment dirais-je, un introducteur, là. Euh, et donc, de poètes japonais et poètes chinois, tout ça d'ailleurs c'était lié à mon amour des musiques lointaines, hein. Parce qu'au fond, on n'a parlé que de poésie jusqu'à présent, mais mes lectures sont inséparables de l'écoute de certaines musiques, hein. Euh, alors, parlant par exemple de l'Inde, je ne peux pas me détacher des ragas, par exemple, hein, ou s'il s'agit de la poésie japonaise, je ne peux pas me détacher de la flûte qu'on appelle le shakuhachi. Et, et tout à l'heure, j'aurais pu, d'ailleurs, parlant des souffles, évoquer ce si bel instrument qu'est la flûte. Si j'étais assez savant, eh bien, j'écrirais tout un livre sur les flûtes, l'usage des flûtes à travers l'histoire et à travers le monde. Tous les pays, je crois, euh, ont eu un amour total pour cet instrument qui est peut-être le plus simple, hein, le roseau initial devenant l'instrument du passage des souffles. Et alors, les flûtes à travers le monde sont d'une extraordinaire variété, hein. Et les Japonais en particulier ont cette flûte qu'on appelle le shakuhachi, c'est taillé dans le bambou. Et il y en a de très profonds, il y en a de plus légers, et de toute façon, les musiciens sont assez savants pour faire passer et moduler les souffles de la façon la plus variée. Euh, Ça peut être un murmure, comme ça peut être le vent d'une tempête, dans le même instrument, avec le même souffle humain. La flûte est extraordinaire. Eh bien, donc, si je lis des haïkus, j'entends le son de la flûte.